Regarder son bourreau dans les yeux après un demi-siècle de silence n'est pas une épreuve. C'est un rendez-vous avec le destin que j'ai préparé chaque jour de ma modeste vie. Je voyais Adrien Valois, ce capitaine autrefois intouchable, s'effondrer sous le poids de mes mots alors que je posais mon vieux carnet sur le pupitre de l'Assemblée. Je suis Léonie Morel, et j'ai transformé ma douleur en une arme de justice pour que le sacrifice d'Inès ne soit jamais oublié. Je vais vous raconter mon voyage depuis les couloirs sombres du Fort Saint-Jean jusqu'à cette confrontation finale où la vérité a enfin repris ses droits. Restez avec moi pour comprendre comment une femme brisée a retrouvé la force de se tenir debout. À votre avis, la justice tardive est-elle encore de la justice? J'attends vos réponses. Certains souvenirs possèdent la douceur onctueuse du miel, tandis que d'autres s'apparentent à des cicatrices profondes, de celles qui ne guérissent jamais tout à fait et qui s'élancent dès que le vent tourne. Mon récit prend racine en 1956. À l'époque, j'avais 21 ans et je venais de recevoir mon diplôme d'infirmière à l'école de soins de Lyon. J'étais portée par un idéalisme pur, presque enfantin, habité par cette volonté ardente de me rendre utile et de soulager la souffrance de mon prochain. La France était alors plongée dans les tourmentes de la guerre d'Algérie, et le discours officiel, omniprésent, nous martelait que notre mission là-bas était une nécessité absolue, un acte de civilisation pour maintenir l'ordre. Avec le recul de mes 83 ans, je mesure toute la naïveté dont je faisais preuve. Je revois encore, avec une netteté qui me glace le sang, le jour de mon grand départ. Ma mère restait sur le quai de la gare, ses larmes coulant en silence, tandis que mon père, cet ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale au regard d'ordinaire si ferme, m'observait avec un mélange de fierté et d'une inquiétude qu'il peinait à dissimuler. En me serrant contre lui une dernière fois, il m'avait murmuré ces mots. « Sois prudente, ma petite Léonie. N'oublie jamais qui tu es. » J'ignorais alors à quel point cette injonction allait devenir mon seul ancrage, mon bouclier contre la folie des hommes dans les années qui suivirent. Le périple fut une lente agonie. D'abord la traversée de la France en train jusqu'à Marseille, puis l'embarquement sur un navire militaire. Le pont était saturé de jeunes soldats, des garçons à peine sortis de l'adolescence qui hurlaient des chants patriotiques pour masquer leur propre peur. Pour ma part, je fus terrassé par le mal de mer durant toute la traversée, comme si mon corps, plus lucide que mon esprit, pressentait déjà l'horreur qui l'attendait sur l'autre rive. Nous avons débarqué à Alger par un matin de juin. La chaleur m'a frappé comme une gifle physique, une atmosphère lourde et incandescente, si éloignée de la douceur de ma région lyonnaise. L'air était saturé d'un mélange entêtant d'épices, d'iode, et déjà, d'une odeur plus âcre de poudre à canon. Je fus immédiatement affecté à un hôpital militaire de campagne installé aux abords de Marseille, non pas la cité phocéenne, mais cette ville portuaire d'Algérie qui en était le miroir. Le bâtiment n'était autre qu'une ancienne école réquisitionnée par l'armée. Dans ce lieu de savoir transformé en mouroir, les salles de classe servaient de salles de soins improvisées. Sur les murs, on distinguait encore les fresques colorées et les dessins d'enfants, un contraste insoutenable avec les gémissements de douleur qui saturaient l'espace. Dès mon premier tour de garde, j'ai compris que mes études à Lyon ne m'avaient en rien préparé à la réalité du front. Nous ne soignions pas seulement des militaires tombés au champ d'honneur, le flux constant nous apportait des civils algériens, des femmes, des vieillards, et des enfants, victimes de ce que l'état-major appelait, avec une indifférence polie, des dommages collatéraux. Je me rappelle avec une précision chirurgicale cette petite fille, âgée d'environ 7 ans, que l'on nous a amenée un soir. Son petit corps était criblé d'éclats de grenades. Ses grands yeux noirs, profonds comme des puits de tristesse, restaient fixés sur moi, chargés de questions muettes auxquelles je n'avais aucune réponse à offrir. Elle s'est éteinte au milieu de la nuit, sa main minuscule agrippée à la mienne. Je n'ai jamais connu son nom. Cette nuit-là, j'ai senti mon cœur se briser et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est alors que le médecin-chef, le docteur Gaillard, m'a rappelé à l'ordre avec une froideur cadavérique. Il m'a signifié que mon rôle n'était pas de m'attacher aux patients, et encore moins aux indigènes, selon son propre terme. C'est la guerre, mademoiselle Morel, m'a-t-il lancé d'un ton sec. Vous feriez mieux de vous y habituer au plus vite. Mais on ne s'habitue jamais à l'innocence que l'on assassine. Les semaines s'étiraient, et l'atroce devenait notre pain quotidien. Chaque jour déversait son lot de mutilés et de mourants. Les camions déchargeaient des soldats français, broyés par des embuscades ou des mines artisanales. Pourtant,
Ce qui m'hantait durant mes rares heures de sommeil, c'étaient ces civils que l'on nous livrait au milieu de la nuit, sans aucune explication, et qui portaient sur la peau les stigmates indiscutables de la torture. Des brûlures de cigarettes, des ongles arrachés, des traces de strangulation. L'ordre était clair, nous devions les stabiliser juste assez pour qu'ils retrouvent l'usage de la parole, avant que les services de renseignement ne viennent les récupérer pour la suite. Un jour, n'y tenant plus, j'ai osé interroger ma supérieure, l'infirmière-chef Hélène Bertrand. C'était une femme d'une 50aine d'années, dont le visage semblait sculpté dans le granit, mais dont les yeux trahissaient parfois une compassion refoulée. Elle m'entraîna dans un recoin désert du fort Saint-Jean, là où le vent de la mer couvrait nos voix. Elle me murmura, le regard fuyant. Ne posez jamais de questions, Léonie. Jamais. Ce que vous ignorez ne pourra pas vous détruire. J'ai compris bien plus tard qu'elle n'agissait pas par cruauté, mais qu'elle tentait d'ériger un rempart entre l'horreur et ma santé mentale. Au sein de l'hôpital, nous collaborions avec des confrères algériens formés dans les facultés françaises. Parmi eux se distinguait le docteur Youssef Mansour. C'était un homme d'une dignité royale, qui conservait un calme olympien même au cœur du chaos. Né à Constantine, il avait étudié à Paris et maniait la langue française avec une élégance que bien des officiers auraient pu lui envier. Son professionnalisme et son humanité envers chaque blessé, sans distinction d'origine, m'inspiraient un profond respect. Un soir de septembre, alors que le silence de la nuit n'était interrompu que par les lointaines détonations, j'ai surpris une discussion entre le docteur Gaillard et un officier dont le visage m'était inconnu. Leur voix était basse, mais certains termes flottaient dans l'air comme un poison. Opération spéciale, nettoyage. L'officier a évoqué un village et a conclu par un glaçant. Aucun témoin. Mon sang s'est glacé, mais j'ai continué mon service comme si de rien n'était. Le lendemain, l'horreur a pris un visage. Nous avons reçu des dizaines de blessés civils provenant tous du même secteur. Des femmes, des vieillards, des enfants. Tous racontaient la même tragédie. Des soldats français avaient encerclé leur village à l'aube, les accusant de complicité avec les rebelles. Ils avaient séparé les hommes du reste de la population, puis avaient ouvert le feu sur la foule désarmée. Ce jour-là, j'ai croisé le regard de Youssef Mansour. C'était un regard vide, celui d'un homme dont l'âme vient de s'éteindre. J'appris plus tard que sa sœur et ses neveux se trouvaient dans ce village. Il ne les a jamais revus. Cette nuit-là, l'insomnie me rongeant, j'ai ouvert le petit carnet que ma mère m'avait offert avant mon départ. Sur ces pages blanches, j'ai commencé à tout consigner. Les noms des victimes, la nature des blessures, les témoignages que je recueillais. Je savais que cet acte était une trahison aux yeux de l'armée, mais je sentais qu'il était de mon devoir de laisser une trace, pour que ces vies ne soient pas effacées par le récit des vainqueurs. Si vous voulez savoir comment ce carnet est devenu ma plus grande arme, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de mon histoire. L'atmosphère à l'hôpital devint irrespirable. La méfiance se lisait sur tous les visages. Le docteur Mansour fut muté du jour au lendemain, sans aucun préavis. La rumeur courait qu'il avait été arrêté pour sympathie avec la rébellion. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. C'est à cette période que j'ai rencontré pour la première fois le capitaine Adrien Valois. Il fréquentait régulièrement l'hôpital, officiellement pour s'enquérir du moral de ses troupes. Grand, d'une élégance presque insolente dans son uniforme parfaitement ajusté, il dégageait une autorité qui forçait le silence. Au début, il se montra d'une courtoisie exquise, presque protectrice. Il m'apportait de petites attentions, du chocolat ou des cigarettes de qualité, des luxes inaccessibles dans notre quotidien de privation. Il me parlait de Lyon, de la place Bellecour, de concerts et de théâtre, créant une bulle artificielle où la guerre semblait n'être qu'un mauvais rêve. Sa présence me rassurait, il incarnait cette France cultivée et raffinée que je pensais servir. Quel imbécile j'ai été. Un soir, il m'invita à dîner aux messes des officiers. Flatté par tant de considération de la part d'un tel homme, j'acceptai. Nous avons échangé longuement. Il semblait s'intéresser sincèrement à mon ressenti, à ma fatigue. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'avais l'impression d'être comprise. À la fin de la soirée, il proposa de me raccompagner. En chemin, il m'entraîna brusquement derrière un bâtiment désaffecté. Son baiser, d'abord feint de tendresse, devint immédiatement brutal, prédateur. J'ai tenté de me dégager, de lui signifier mon refus.
C'est à cet instant que son masque est tombé, révélant la bête tapie dessous. Ne joue pas les saintes avec moi, a-t-il sifflé entre ses dents. On sait parfaitement ce que valent les filles comme toi dans ce genre de poste. J'ai voulu crier, mais sa main massive a broyé mon silence. Ce qui a suivi. Non, même après 50 ans, les mots se dérobent pour décrire une telle sauvagerie, une telle volonté de m'anéantir. Lorsqu'il en eut fini, il rajusta froidement sa veste, alluma une cigarette d'un geste assuré et me lança avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Si tu parles, Léonie, personne ne t'écoutera. On se demandera simplement pourquoi une petite infirmière fraternise si volontiers avec l'ennemi. Je suis resté prostré dans la poussière, brisé, jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Puis, porté par un instinct de survie que je ne soupçonnais pas, je me suis relevé. J'ai lavé mon corps meurtri et je suis retourné à mon poste. Quel autre choix avais-je? Hélène Bertrand a vu mon teint livide, mes yeux rougis, mais elle a gardé le silence. Peut-être avait-elle déjà vu ce regard sur d'autres visages avant le mien. Les jours suivants, le capitaine Valois continua ses visites comme si de rien n'était. Son regard sur moi n'était plus qu'un mélange de mépris souverain et de menaces tacites. Je l'évitais, me réfugiant dans le travail, disparaissant dans les couloirs dès que j'entendais le bruit de ses bottes. Mais l'étau se resserrait. C'est alors que les interrogatoires se firent plus violents dans l'aile isolée du fort. Les cris déchiraient le silence, parfois durant des heures entières. On nous appelait ensuite pour prodiguer des soins d'urgence aux suspects, afin qu'ils puissent subir une nouvelle séance le lendemain. Je me souviens d'un jeune homme, à peine sorti de l'enfance, dont les pieds avaient été suppliciés au chalumeau. Il était incapable de tenir debout. Lorsque j'ai demandé ce qui s'était passé, l'officier de garde a simplement ricané. Il a fait une mauvaise chute. Ce n'est pas de la vengeance que je cherchais à ce moment-là, mais un semblant d'ordre dans ce monde qui avait perdu la tête. Un matin, alors que je m'affairais à nettoyer une salle de soins après le départ précipité des officiers de santé, mon regard fut attiré par un document oublié sur une table de métal. Je m'en approchai, le cœur battant à un rythme irrégulier. C'était un rapport technique, rédigé dans un style clinique, d'une froideur chirurgicale, détaillant des méthodes d'interrogatoire dites avancées. En réalité, c'était le manuel de l'innommable. Le texte décrivait avec une précision macabre l'usage de la baignoire, les décharges électriques et les impacts ciblés pour briser la volonté sans laisser de traces immédiates. Mes yeux se sont fixés sur les signatures au bas de la page. Parmi elles, un nom a fait se glacer le sang dans mes veines, Adrien Valois. Sans réfléchir, porté par une impulsion de survie, j'ai glissé le feuillet dans la doublure de mon carnet, ce recueil de douleurs qui devenait chaque jour plus pesant, plus dangereux. Je savais qu'en conservant une telle preuve, je risquais l'accusation d'espionnage, ou pire, une disparition pure et simple dans les geôles du Fort Saint-Jean. Mais rester silencieuse devant ces atrocités était devenu une impossibilité physique. Ce soir-là, en regagnant mon dortoir, j'ai senti une présence invisible dans ma chambre avant même d'allumer la lampe. Tout était sens dessus-dessous. Mes draps étaient arrachés, le contenu de mes tiroirs éparpillé au sol avec une violence gratuite. Quelqu'un cherchait quelque chose. Mon carnet, dissimulé dans la doublure de ma valise, avait échappé à ce saccage, mais l'avertissement était clair, j'étais sous surveillance. Adrien Valois n'était pas seulement un prédateur, c'était un homme qui flairait la dissidence. Le lendemain, j'ai pris une décision radicale. J'ai confié mon carnet à la seule personne dont l'âme n'avait pas été corrodée par ce conflit, Inès Belkacem. Inès était l'une des femmes de ménage du complexe. Elle avait déjà payé un tribut lourd à cette guerre, ayant perdu son époux et son fils aîné. Elle vivait avec sa petite fille, Sana, dans un quartier modeste de Marseille en Algérie. Aux yeux des siens, elle était parfois perçue comme une traîtresse parce qu'elle nettoyait le sang des soldats français pour nourrir son enfant. Je lui ai remis l'objet, lui expliquant que ce papier valait plus que nos vies. Inès l'a glissé sous ses vêtements sans un mot, ses yeux sombres rencontrant les miens avec une détermination farouche. Je le garderai en lieu sûr, Léonie, m'a-t-elle promis dans son français teinté d'un accent protecteur. Que Dieu nous protège toutes les deux. La confrontation ne tarda pas. Alors que je remplaçais le pansement d'un jeune appelé, Adrien Valois a surgi. Il m'a saisi par le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma chair comme des serres, et m'a traîné vers un corridor désert où seule la poussière dansait dans la lumière crue.
On m'a rapporté que vous posiez trop de questions, mademoiselle Morel, a-t-il murmuré, son visage si près du mien que je pouvais sentir l'odeur de l'alcool et du tabac froid. On me dit que vous écrivez. Vous devriez savoir que la curiosité est une maladie mortelle dans ce fort. J'ai vu la veine battre furieusement sur sa tempe. J'ai tremblé, une réaction réflexe de mon corps face à mon agresseur, mais j'ai forcé mon regard à rester ancré dans le sien. Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez, mon capitaine, ai-je répondu d'une voix que je voulais de glace. Il a esquissé un sourire, ce masque de courtoisie qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux cruels. Nous verrons cela. N'oubliez jamais qui détient l'autorité ici. Il a tourné les talons, me laissant briser contre le mur froid. Ce fut la dernière fois que je le vis dans sa pleine puissance. Cette nuit-là, une explosion titanesque a ébranlé les fondations de l'hôpital. Une attaque du FLN venait de frapper le camp attenant. Le chaos s'est emparé de nous. Nous avons travaillé durant des heures dans une atmosphère de fin du monde, soignant des corps déchiquetés par le métal et le feu. Valois ne figurait pas parmi les premiers arrivés. Ce n'est qu'à l'aube, alors que j'étais épuisé, les mains tachées de sang, que j'ai découvert le retour de bâton du destin. Adrien Valois venait d'être admis dans mon service. Il avait été fauché par l'explosion. En le voyant étendu sur ce lit, le visage à moitié dévoré par les brûlures, bandé comme une momie de cauchemar, j'ai ressenti un vertige moral. Ce n'était pas de la pitié, mais une forme de satisfaction glaciale que j'ai aussitôt réprimée. Je ne pouvais pas devenir comme eux. Je me suis approché de son lit. Son dossier était une litanie de souffrances, fractures multiples des membres inférieurs, brûlures au 2e degré sur plus d'un tiers du corps, visage défiguré. Il survivrait, mais son arrogance de bel officier était enterrée à jamais. Hélène Bertrand, l'infirmière-chef, s'est approchée de moi et a posé une main lourde sur mon épaule. Son regard était chargé d'une compréhension muette. Vous n'êtes pas obligé de vous occuper de lui, Léonie. Je peux confier ce cas à une autre. Elle savait. Ou elle se doutait. Mais mon éthique était mon dernier rempart. Non, ai-je répondu avec une fermeté nouvelle. Je m'en occuperai. C'est mon devoir. Le soigner fut une descente aux enfers quotidienne. Chaque fois que je devais nettoyer ses plaies purulentes ou changer ses gaz collés à la chair vive, les souvenirs de son agression remontaient en moi comme un flot acide. Je devais m'arrêter, fermer les yeux, et respirer l'air vicié de la salle pour ne pas flancher. Au bout d'une semaine, il a ouvert les yeux. Lorsqu'il a reconnu mon visage au-dessus du sien, un éclair de terreur, puis de méfiance pure, a traversé ses pupilles. Sa voix n'était plus qu'un râle-rêche. « Pourquoi vous » a-t-il fini par articuler. Je me suis penché pour ajuster sa perfusion, mes gestes étant d'une précision mécanique. Parce que je suis l'infirmière de garde, mon capitaine. Je soigne tous les blessés, sans distinction. Il m'a fixé, cherchant une trace de venin dans mes paroles, une vengeance dissimulée dans le soin. Mais il ne trouva que la rigueur de mon professionnalisme. Pourtant, à mesure qu'il reprenait des forces, sa nature profonde reprenait le dessus. Il devenait agité, exigeant d'être rapatrié en France métropolitaine, refusant d'être soigné sur cette terre qu'il avait tant martyrisée. Un matin, alors que nous étions seuls, il a agrippé mon poignet. Sa force, malgré ses blessures, restait celle d'un homme habitué à dominer. « Vous n'avez rien dit, n'est-ce pas » a-t-il sifflé, ses yeux fiévreux brûlant derrière ses bandages. De ce qui s'est passé, cette nuit-là, j'ai soutenu son regard sans ciller. « Non, mon capitaine. C'est mieux ainsi » a-t-il lâché en relâchant sa prise. Pour nous deux. C'est à cet instant précis que j'ai compris que le monstre était toujours vivant sous les brûlures. Le pouvoir qu'il exerçait n'était pas physique, il était systémique. Le temps s'écoulait, lourd de secrets. Je continuais à noter chaque détail dans un nouveau carnet, car le premier était toujours entre les mains d'Inès. Elle venait nettoyer ma chambre chaque semaine, et nous avions mis au point une routine millimétrée pour échanger mes notes. Si vous voulez comprendre comment ces simples feuilles de papier ont fini par faire trembler l'état-major des décennies plus tard, assurez-vous de vous abonner pour suivre cette quête de vérité jusqu'au bout. Un jour, le colonel Bernard, le supérieur de Valois, est venu à son chevet. J'étais en train de vérifier les constantes vitales du blessé. Le colonel a attendu que je finisse mes mesures avant de me congédier d'un ton sec. « Mademoiselle Morel, laissez-nous.
J'ai des affaires de la plus haute importance à traiter avec le capitaine. J'ai incliné la tête et je suis sorti. Mais au lieu de m'éloigner, je me suis arrêté dans l'ombre du couloir, laissant la porte lourdement entr'ouverte. Les choses s'enveniment, Philippe, disait Bernard à voix basse. Paris commence à s'inquiéter sérieusement. Des rapports non officiels circulent sur certaines de nos méthodes. Des rumeurs? De quoi parle-t-il? La voix de Valois était empreinte d'une nervosité manifeste. Du genre de rumeurs qui peuvent briser une carrière. Des civils interrogés avec trop de zèle, des villages nettoyés. Le général lui-même demande des comptes. L'opinion publique change de camp, les intellectuels et les journalistes fouinent partout. Nous devons être d'une discrétion absolue. Nous faisons ce qu'il faut pour gagner. C'est emporter Valois. On nous envoie chasser des terroristes et ils attendent que nous respections le code civil? C'est une hypocrisie sans nom. Peut-être, a concédé le colonel. Mais il y a des fuites. Des témoignages sortent du fort. Nous soupçonnons la présence de sympathisants du FLN au sein même du personnel médical. Mon cœur a manqué un battement. Avait-il découvert mon manège? J'ai déjà mes doutes, a renchéri Valois. Cette petite Morel, elle observe tout, elle écrit sans cesse. Je l'ai vue avec un carnet. Et elle est bien trop proche de cette femme de ménage, l'Algérienne. Inès. Elle complote dès qu'elle pense être seule. Je m'en occuperai personnellement, a conclu Bernard d'un ton glacial. Si elles détiennent des informations compromettantes, nous les récupérerons par tous les moyens. Je me suis reculé, horrifié. Le danger ne pesait plus seulement sur moi, mais sur Inès, cette femme qui n'avait que moi pour allié. Je devais la prévenir, récupérer les preuves et disparaître. J'ai repris mes esprits et je suis retourné dans la chambre, feignant d'avoir oublié de noter une température. Excusez-moi, messieurs, ai-je dit avec un sourire de façade. Une simple formalité administrative. Le colonel Bernard m'a toisé des pieds à la tête, comme s'il lisait à travers mon uniforme, cherchant à graver mon visage dans sa mémoire pour une future exécution. Quant à Valois, il me fixait avec une haine triomphante. Vous avez écouté, n'est-ce pas? A-t-il murmuré une fois le colonel parti. Vous êtes d'une bêtise affligeante. Vous n'avez aucune idée de la puissance de l'ordre auquel vous vous attaquez. J'ai feint l'incompréhension la plus totale. Je ne saisis pas vos propos, mon capitaine. Veuillez garder le bras immobile pour votre tension. J'ai enroulé le brassard de tensiomètre autour de son bras avec une précision millimétrée. Mes gestes d'infirmière servant de rempart à la terreur qui menaçait de me submerger. À travers le stéthoscope, le battement de son sang me parut assourdissant, à moins que ce ne fût le mien, qui cognait contre mes tempes comme un tambour de guerre. Vous savez, murmura-t-il alors que je consignais les chiffres sur sa fiche, je pourrais vous accorder ma protection. Si seulement vous vous montriez, disons, plus coopérative, plus amicale. Je relevai les yeux, pétrifié par tant d'infamie. Même défiguré, même cloué à ce lit par la force des débris, cet homme conservait l'outrecuidance de me proposer un tel marché. Son arrogance était une insulte à la justice que je commençais à appeler de mes vœux. Je ne saisis toujours pas la teneur de vos propos, mon capitaine, répondis-je d'une voix que je voulais de pierre. Votre tension est stable. Je repasserai lors de la prochaine ronde. Je quittai la chambre, le dos droit, maintenant une façade de marbre jusqu'à ce que la porte se referme. Une fois dans l'ombre du couloir, je me précipitai vers les sanitaires où mon corps finit par trahir mon esprit. Je vomis tout ce que mon estomac contenait. La peur n'était plus une idée, c'était une morsure acide dans mes entrailles. Ils allaient s'en prendre à Inès. Ils allaient m'anéantir. J'ai attendu que la nuit déploie son manteau d'ombre pour me faufiler vers l'annexe réservée au personnel local, située derrière les cuisines de l'hôpital. C'était une entreprise suicidaire. Les patrouilles de soldats quadrillaient le secteur et ma présence dans cette zone aurait suffi à signer mon arrêt de mort. Mais le sort d'Inès en dépendait. Par miracle, elle était seule dans la petite cellule qu'elle partageait avec 2 collègues, ces dernières étant de service de nuit. À ma vue, son visage devint un masque d'effroi. Mademoiselle Léonie, que faites-vous ici? C'est de la folie. En quelques phrases saccadées, je lui dépeignis la menace qui planait sur nous. Son regard s'assombrit, se chargeant d'une résignation qui me fit plus de mal que les cris des blessés. Ils viendront, dit-elle simplement. Et ils me briseront pour me faire parler.
Non, m'écriai-je, nous devons fuir sur le champ. Toutes les deux. Elle secoua la tête avec une tristesse infinie. Impossible. Les barrages, les patrouilles à l'entrée de la ville. Nous serions interceptés avant même d'atteindre la banlieue. Et il y a Sana. J'avais occulté la petite Sana, sa fille, qui était cachée chez une tante à Marseille en Algérie. Inès ne l'abandonnerait jamais. Elle saisit mes mains, ses doigts calleux serrant les miens avec une force désespérée. Écoutez-moi. J'ai des contacts, des gens qui peuvent faire passer votre carnet hors de ce pays, jusqu'en France, à quelqu'un d'intègre. Le réseau de résistance, murmuraille. Elle esquissa un sourire amer. Tous les Algériens ne sont pas des combattants, Léonie. Mais certains de mes proches savent comment franchir les lignes. Et vous? Et Sana? Nous partirons demain. Ma sœur vit à Perpignan, ou plutôt son équivalent ici, près de la frontière. Nous y serons en sécurité. Mais vous devez rester. Si nous disparaissons en même temps, ils auront la preuve de notre complicité. Je savais qu'elle avait raison. Ma fuite immédiate confirmerait les soupçons de Valois. Je devais gagner du temps, jouer la comédie de l'ignorance. Inès délogea mon carnet d'une anfractuosité dans le mur, dissimulée par une affiche défraîchie. Elle l'enveloppa soigneusement dans un linge sombre avant de le glisser dans son sac. Je le remettrai à mon contact cette nuit, promit-elle. Il quittera la ville à l'aube. Nous nous sommes embrassés, conscientes que ce baiser était peut-être un adieu définitif. Je regagnai mon dortoir comme une ombre, déterminée à tenir mon rôle. Le lendemain, Inès ne parut pas à son poste. Personne ne s'en formalisa officiellement, car les défections étaient courantes, mais le vide qu'elle laissait dans les couloirs me paraissait immense. Je priais pour qu'elle et Sana soient déjà loin. Ce jour-là, je prodiguai les soins à Adrien Valois avec une régularité mécanique, m'efforçant de paraître imperturbable. Il m'observait comme un chat guette une souris blessée. Votre petite amie indigène brille par son absence aujourd'hui, nota-t-il avec un rictus cruel. Sauriez-vous où elle se terre? De qui parlez-vous? Demandai-je en feignant l'indifférence. Je ne me lie pas avec le personnel de service, mon capitaine. Vraiment. Ce n'est pourtant pas ce que mes rapports indiquent. Je haussai les épaules, toute mon attention portée sur la plaie de sa jambe. Les rumeurs sont le seul divertissement de cet hôpital, monsieur. Vous ne devriez pas y prêter foi. Il laissa échapper un rire sec qui se mua en une quinte de toux douloureuse. Lorsqu'il retrouva son souffle, il broya mon poignet, m'obligeant à soutenir son regard de braise. Vous jouez avec le feu, Léonie. J'ai le bras long, même depuis ce lit. Je vous retrouverai, peu importe où vous vous cacherez. Je me dégageai d'un geste brusque. Reposez-vous. Le délire de la fièvre vous égare. Mais au fond de moi, je savais que chaque mot était une promesse de mort. 3 jours plus tard, le couperet tomba. Une rafle massive avait eu lieu dans la vieille ville. Des dizaines d'arrestations. Les murmures dans les couloirs devinrent des cris d'alarme dans mon esprit. Marie, une infirmière avec qui j'entretenais des rapports cordiaux, m'aborda dans la salle de repos. Tu as entendu pour la rafle d'Aubagne? Ils ont trouvé des documents compromettants chez une employée de l'hôpital. Des notes sur les officiers, des détails sur les interrogatoires. L'état-major est dans une fureur noire. Mon monde vacilla. Mon carnet? Inès n'avait-elle pas réussi à le transmettre? De qui s'agit-il? Demandai-je, la gorge serrée. Une femme de ménage, d'une 40aine d'années. Ils l'ont emmenée pour un interrogatoire, spécial. Inès était entre leurs mains. Et si elle était là, où était Sana? Si vous voulez comprendre comment le sacrifice d'Inès a forgé ma détermination, et si vous voulez savoir si la vérité a pu survivre à la torture, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ce récit. Elle avait une fille, murmurai-je malgré moi. Marie me fixa avec une méfiance soudaine. Comment le sais-tu? Elle m'en avait parlé une fois, en nettoyant ma chambre, une enfant de 7 ou 8 ans. Je n'en sais rien, répondit Marie. Mais Léonie, sois prudente. Ils cherchent ses complices. Ils sont convaincus qu'elle n'a pas pu collecter tout cela seule. L'avertissement était sans équivoque. Cette nuit-là, je préparais un sac de voyage rudimentaire, quelques vêtements de rechange, mes papiers d'identité, mes économies et une trousse de premiers secours de base. Je devais fuir, mais pas avant d'avoir tenté de sauver ce qui pouvait l'être. Le lendemain,
Sous prétexte d'une démarche administrative, je m'infiltrai dans le bureau des archives du personnel. Je consultai fébrilement le dossier d'Inès Belkacem. J'y trouvai l'adresse de sa sœur à Perpignan. Si Sana avait échappé à la rafle, c'était là qu'elle se trouverait. Je mémorisai chaque chiffre, chaque rue. À la fin de mon service, je troquai mon uniforme blanc pour une robe civile sobre et un foulard noué sur la tête, à la mode des expatriés. Je quittai l'enceinte du Fort Saint-Jean par une issue dérobée, évitant le poste de garde principal. Je m'enfonçai dans le dédale des ruelles de la vieille ville, là où l'air était lourd d'une hostilité palpable. Je n'étais plus une infirmière, j'étais une fugitive en quête de justice. J'ai fini par débusquer la petite bâtisse aux murs décrépits et à la chaux écaillée où Inès et sa fille avaient tenté de se construire un foyer. La porte était close, verrouillée de l'intérieur. J'ai frappé à plusieurs reprises, les phalanges douloureuses contre le bois sec, mais seul le silence me répondit. C'est alors qu'une voisine a surgi d'une ruelle adjacente, m'observant avec une méfiance qui ne demandait qu'à se muer en hostilité. « Que voulez-vous » m'a-t-elle lancé en français, avec ce ton tranchant que l'on réserve aux intrus. « Je cherche Sana, la fille d'Inès » ai-je répondu d'un trait. « Je suis une amie de sa mère. » Son regard s'est durci, devenant un mur impénétrable. « Il n'y a personne ici. Partez, s'il vous plaît. Je vous en supplie, » ai-je insisté, la voix brisée par l'urgence. Je sais ce qui est arrivé à Inès. Je veux simplement m'assurer que la petite est en sécurité. La femme a scruté les alentours, s'assurant qu'aucun indice ou patrouille ne rôdait, puis elle m'a fait signe de la suivre dans l'ombre de sa demeure. Une fois le verrou tiré, elle m'a détaillé de la tête aux pieds, son regard s'arrêtant sur mon maintien. « Vous êtes française » a-t-elle constaté. L'infirmière du Fort Saint-Jean. J'ai acquiescé, stupéfaite d'être ainsi identifiée. Inès me parlait de vous, a-t-elle expliqué. Elle disait que vous étiez différente des autres, que vous voyiez encore en nous des êtres humains. Où est Sana ? Ai-je demandé, le cœur battant à la chamade. Est-elle à l'abri ? La femme a hésité, luttant contre ses propres craintes, avant de céder. Elle est ici. Je l'ai récupérée in extremis quand ils ont emmené sa mère. Mais elle ne peut pas rester. Les soldats reviendront. Ils fouilleront chaque recoin. Ils cherchent désespérément quelque chose qu'Inès aurait dissimulé. Mon carnet. L'ordre n'avait donc pas encore mis la main sur mes preuves. Inès n'avait pas eu le temps de le transmettre à son contact, ou peut-être avait-elle jugé plus sûre de le cacher à nouveau. Puis-je voir Sana ? La voisine a appelé doucement. Une silhouette frêle est apparue au seuil d'une pièce sombre. La petite fille arborait les mêmes yeux d'ébène que sa mère, ce même port de tête altier qui défiait la peur. Sana, murmurai-je en m'accroupissant pour ne pas l'effrayer. Je m'appelle Léonie. Je suis une très grande amie de ta maman. L'enfant me jaugea en silence, le regard lourd d'une méfiance précoce. Ta maman m'a beaucoup parlé de toi, continuai-je. Elle m'a dit que tu étais une petite fille courageuse et d'une grande intelligence. Je vois qu'elle ne mentait pas. Un fugace sourire a éclairé son visage, avant de s'éteindre sous le poids de la réalité. Savez-vous où elle se trouve ? M'a-t-elle demandé d'un souffle. Comment annoncer à une enfant que sa mère subissait sans doute l'innommable en cet instant précis ? Je ne pouvais m'y résoudre. Elle a dû s'éloigner très vite, répondis-je en pesant chaque mot. Elle voulait t'emmener, mais le danger était trop grand. Son seul souhait est que tu sois en sécurité. Elle va revenir ? Mon sang s'est glacé. Je l'ignore, ma chérie, mais je vais tout faire pour t'aider à la retrouver. Je me tournai vers la voisine. Vous parliez de soldats qui cherchent un objet. A-t-elle laissé quelque chose ici ? Un paquet ? Des documents ? La femme secoua la tête, mais Sana s'avança, m'observant comme pour vérifier si j'étais digne de son secret. Elle finit par hocher la tête. Elle m'a dit que si elle ne revenait pas après 3 jours, je devais rejoindre tante Sora à Perpignan. Et que je devais emporter le trésor caché sous la 3e pierre du foyer. Le foyer. Une cachette rudimentaire, mais que l'arrogance des officiers négligerait lors d'une fouille superficielle. Sana nous guida dans la maison d'Inès, tandis que la voisine montait la garde sur le pas de la porte. Dans la pièce principale, au centre du sol battu, se trouvait un petit foyer de pierre. Sana s'agenouilla, compta méticuleusement, et souleva un bloc massif. Dans le creux, enveloppé dans un linge grossier, reposait mon carnet. Je m'en saisis,
les mains tremblantes d'une émotion pure. Merci, Sana. Tu as fait preuve d'un courage immense. C'est important, demanda-t-elle. Plus que tu ne peux l'imaginer. Cela pourrait rendre justice à ta maman et à bien d'autres. De retour chez la voisine, l'ombre du soir commençait à s'étendre. Allez-vous faire de Sana? Demandai. Je ne peux plus la couvrir, répondit la femme avec détresse. C'est trop risqué. L'armée ratisse les maisons une à une. Ils emmènent tous les enfants dont les parents sont suspects. La tente à Perpignan. C'est à l'autre bout de la région. Les checkpoints sont partout. Une enfant seule sur les routes serait arrêtée dans l'heure. J'observais Sana, si vulnérable au milieu de ce chaos. Je ne pouvais pas l'abandonner après le sacrifice d'Inès. C'est moi qui l'emmènerai, décidai-je soudainement. Nous irons à Perpignan, chez sa tante. La voisine me fixa comme si j'avais perdu la raison. Vous, une Française, traverser le pays avec une enfant algérienne? C'est un suicide. C'est la seule issue. Je vais retourner au fort, organiser mon départ et je reviendrai la chercher. Je garderai le carnet sur moi. De retour à l'hôpital, je déposai une demande de congé d'urgence, prétextant une santé déclinante pour ma mère restée à Lyon. Le docteur Gaillard, trop absorbé par ses propres ambitions, signa les documents sans même lever les yeux de ses rapports. J'avais 48 heures. Ce seraient les plus périlleuses de mon existence. Le lendemain, je repris mon service, le carnet pressé contre ma peau, sous mon uniforme. Chaque regard d'un officier me semblait être une radiographie capable de déceler ma trahison. Vers midi, une nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Le lit du capitaine Valois était vide. Il avait disparu. Malgré ses blessures, il avait réussi à se faire évacuer ou s'était déplacé par ses propres moyens. Mon cœur cessa de battre. Où était-il? Que tramait-il? Je passai devant sa chambre déserte. Sur sa table de chevet, un journal était resté ouvert. Je ne pus m'empêcher d'y jeter un œil. C'étaient des notes de surveillance me concernant. Mes horaires, mes habitudes, tout y était. Mais une ligne me fit l'effet d'une gifle physique. Morel, quartier arabe, 16 heures hier. Il s'avait. Il m'avait fait suivre. La comédie était terminée. Si vous voulez savoir comment j'ai réussi à échapper à l'étau de Valois alors qu'il connaissait déjà chacun de mes pas, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner, car ce n'était que le début de la chasse. Je rassemblai mes affaires à la hâte. Juste avant de franchir le seuil, je tombai sur Marie. Elle me dévisagea, son regard chargé d'une inquiétude sincère. Léonie, qu'est-ce que tu fabriques? On dit que tu pars en urgence. Ma mère est mourante, mentis-je. Ne me joue pas ce refrain, murmura-t-elle en s'approchant. Je t'ai vu avec Inès. Je t'ai vu échanger des documents. Je n'ai rien dit, mais d'autres n'auront pas ma discrétion. Elle me glissa une enveloppe dans la main. C'est l'adresse de ma sœur à Lyon. Si tu parviens à rentrer en France et que tu as besoin de te terrer, va la voir. Marie, ne dis rien. Moins j'en sais, mieux je me porterai. J'espère seulement que ce que tu fais en vaut le prix. C'est une question d'ordre, Marie. Un jour, tu comprendras. Je quittai le fort Saint-Jean par la porte de service, évitant les sentinelles. Le soleil déclinait, étirant des ombres menaçantes sur les pavés. Je regagnai le quartier arabe en multipliant les détours pour semer d'éventuels poursuivants. Arrivé chez la voisine, je frappai le signal convenu. Nous partons maintenant, annonçai-je. Ils sont sur mes traces. Elle hocha la tête et ramena Sana, prête pour l'inconnu. La petite Sana se tenait devant moi, un modeste baluchon serré contre elle, contenant les maigres vestiges de sa vie brisée. « Tu es prête ?» lui ai-je demandé, forçant un sourire que je voulais protecteur. Elle a hoché la tête avec une dignité qui me transperça le cœur. La peur était là, nichée au fond de ses pupilles, mais elle ne vacillait pas. Comment comptez-vous voyager? S'enquit la voisine, la voix étranglée par l'angoisse. Le train, ai-je répondu. Jusqu'à Perpignan. Je prétendrai qu'elle est la fille d'une amie expatriée que je raccompagne. La voisine secoua la tête vigoureusement. Trop risqué. Les gares sont des nids de képis. Les contrôles d'identité y sont impitoyables. Elle marqua une pause, réfléchissant à toute allure. Mon frère est chauffeur-livreur. Il prend la route pour Perpignan ce soir avec un chargement de tissu. Il pourrait vous prendre sous sa protection.
Une lueur d'espoir traversa mon esprit. Accepterait-il de risquer sa vie pour moi? Pour vous, peut-être pas. Mais pour Inès, oui. Elle a veillé sa femme quand elle était mourante. Il a une dette d'honneur envers elle. Les préparatifs furent expédiés. Le frère de la voisine, un homme au visage parcheminé par le soleil et au silence de plomb, nous attendait à la lisière de la ville 1 heure plus tard. Il nous fit signe de grimper à l'arrière du camion. Cachez-vous derrière les ballots de soie, ordonna-t-il. Le voyage sera rude, mais vous serez invisible. Avant de disparaître sous la bâche, j'ai serré la main de cette voisine dont j'ignorais le nom, mais qui venait de nous offrir la vie. Merci pour tout. Ce que vous faites pour cet enfant, peu de Français l'auraient osé, murmura-t-elle. Ce n'est pas une question de passeport, ai-je répondu. C'est une question d'humanité. Sana et moi nous sommes enfoncés dans l'obscurité de la remorque alors que la nuit tombait sur Marseille en Algérie. Mon carnet était là, pressé contre ma poitrine, ce témoignage de sang qui portait en lui le pouvoir de briser le silence d'un empire. Le camion s'ébranla, ses suspensions fatiguées gémissant sur les routes défoncées par le conflit. Au premier checkpoint, mon sang s'est glacé dans mes veines. Le silence dans la remorque était si dense que j'avais l'impression que les soldats pouvaient entendre les battements désordonnés de mon cœur. J'ai senti Sana frémir contre moi. J'ai plaqué une main sur sa bouche, l'autre la serrant contre mes côtes, priant tous les dieux pour qu'elle ne laisse échapper aucun son. J'entendais le bruit des bottes sur le gravier, les éclats de voix des sentinelles interrogeant le chauffeur. Allait-il sonder la cargaison? Allait-il déchirer ce voile de tissu qui nous séparait de l'abîme? Après une éternité de tension pure, le moteur a rugi à nouveau. Le premier obstacle était franchi. Le voyage dura toute la nuit. Sana finit par s'effondrer de sommeil, épuisée par l'adrénaline. Moi, je restais aux aguets, sentant chaque chaos comme une gifle physique. Mon esprit passait en revue le contenu de mon journal. Les noms, les dates des interrogatoires au Fort Saint-Jean, le rapport sur la baignoire et l'électricité signé de la main d'Adrien Valois, les rapports sur le nettoyage d'Aubagne. Je me fis le serment que si nous survivions, ce carnet deviendrait leur juge. À l'aube, le camion s'immobilisa. Le chauffeur souleva la bâche, révélant un visage marqué par la fatigue. « Nous sommes à Perpignan », annonça-t-il. « Je vous dépose à la périphérie. Je ne peux pas risquer d'approcher les patrouilles du centre. » Je le remerciai avec une émotion sincère, lui tendant une liasse de billets qu'il refusa d'un geste sec. « Prenez soin de la petite. Que Dieu vous garde. » Main dans la main avec Sana, je m'enfonçai dans la ville. L'adresse de Tante Aura était griffonnée sur un morceau de papier jauni. À mesure que nous approchions du quartier indigène, je sentais les regards hostiles se poser sur nous. Une Européenne flanquée d'une enfant algérienne dans une ville sous haute tension. Nous étions une anomalie, une cible mouvante. Si vous voulez savoir si nous avons réussi à franchir le dernier rempart de cette traque, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner. Nous trouvâmes enfin la demeure de Zora, la sœur d'Inès. Une bâtisse modeste mais tenue avec une rigueur exemplaire. Je frappai à la porte, le cœur serré. Une femme d'une quarantaine d'années entrebâilla le battant, son regard se figeant de stupeur. Puis, elle aperçut Sana. « Sana » murmura-t-elle dans un souffle incrédule. L'enfant se jeta dans ses bras en sanglotant. « Tante Zora » La femme la serra contre elle, les larmes aux yeux, avant de me darder un regard noir, chargé de suspicion. « Qui êtes-vous? Où est ma sœur? » Je m'appelle Léonie Morel. J'étais infirmière au fort, une amie d'Inès. Une Française? Une militaire? Son regard devint de glace. Je ne suis pas comme ceux que vous craignez. Inès le savait. Elle m'a confié ce qu'elle avait de plus cher. Je vis le conflit intérieur sur son visage avant qu'elle ne s'efface pour nous laisser entrer. Une fois à l'abri, je pris une profonde inspiration pour annoncer l'irréparable. Inès a été arrêtée lors d'une rafle, il y a 4 jours. Zora étouffa un cri, portant la main à son visage. Sana se blottit contre elle, les yeux noyés de larmes. « Pourquoi ?» demanda Aura d'une voix tremblante. Je sortis le carnet de sous ma blouse. Elle m'aidait à dissimuler ceci. Mon témoignage sur l'innommable qui se déroule dans cet hôpital. Tout y est consigné. Zora observa le recueil de preuves avec un mélange de crainte et de respect. Vous avez risqué votre vie pour ces pages? Je ne pouvais plus être la complice silencieuse de ce désordre, répondis-je.
Inès m'a sauvé l'âme en protégeant ce journal. Je ne pouvais pas l'abandonner, elle ou sa fille. Et maintenant? Demanda-t-elle. Je dois faire sortir ce témoignage d'Algérie. Il doit atteindre la métropole pour être publié. Et je veux retrouver Inès, savoir où ils l'ont emmenée. C'est de la folie, murmura Zora. Il ne relâche jamais ceux qu'il marque du sceau de la trahison. J'ai dois saïr. Je le lui dois. Léla m'observa longuement, jaugeant ma détermination, puis elle finit par incliner la tête. Je connais des hommes qui pourront porter votre voix au-delà des mers. Peut-être ont-ils aussi des nouvelles du lieu où l'on garde les prisonniers. Un rail d'espoir perça enfin les ténèbres de mon récit. Ma promesse envers Inès tenait encore. Épuisé, je m'effondrai sur une chaise, serrant mon précieux carnet. Ora m'apporta un thé à la menthe fumant. Reposez-vous, Léonie. Vous êtes sous mon toit. Mais ces mots sonnaient comme un avertissement. Personne n'était en sécurité tant qu'Adrien Valois respirait encore le même air que nous. Je restai 3 jours terré chez Zora. Le 2e jour, elle introduisit dans la maison un homme d'une 50aine d'années, au visage creusé de rides profondes et au regard d'une acuité troublante. Elle le présenta sous le nom de Malek, un ancien professeur. Je compris immédiatement qu'il était un rouage essentiel de la résistance locale. On m'a parlé de votre journal, dit-il sans préambule. Ora m'a décrit les risques insensés que vous avez pris. Ce n'était pas un choix, c'était une nécessité morale, répondis-je, mal à l'aise sous son expertise. Peu de vos compatriotes s'encombrent de telles nécessités, remarqua-t-il. Puis-je l'examiner? Je lui tendis le carnet. Il le parcourut avec une lenteur de greffier, son visage se durcissant à chaque ligne. C'est un travail d'une précision chirurgicale. Des noms, des grades, des dates. Et vous possédez aussi des documents officiels? Oui. Le rapport sur les tortures signé par Valois et les ordres de destruction des villages. Malek referma l'objet, me fixant avec une intensité nouvelle. Savez-vous ce que vous tenez là, mademoiselle Morel? C'est une bombe. Si ces pages voient le jour, elles pourraient bien faire basculer le cours de cette guerre. C'est mon seul espoir, avouai-je. Que la France découvre enfin ce qui est perpétré en son nom. Je peux vous aider à faire sortir ce témoignage d'Algérie, a proposé Malek. J'ai des contacts à Genève, en Suisse. Des journalistes, des avocats internationaux rompus aux questions des droits de l'homme. Ils sauront exactement quel usage faire de cette bombe. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. C'était l'issue que j'espérais, le seul moyen pour que le sacrifice de tant de personnes ne soit pas vain. Et Inès? Ai-je demandé, la voix étranglée. Pouvez-vous obtenir des informations sur son sort? Le visage de Malek s'est assombri, ses traits s'affaissant sous le poids d'une réalité qu'il aurait préféré me cacher. Je vais me renseigner, mais je dois être lucide avec vous, Léonie. Si elle a été arrêtée pour complicité avec le réseau, les chances de la revoir sont infimes. Je comprends, murmurai-je, sentant un froid polaire envahir mes veines. Mais je dois savoir. C'est ma responsabilité. Malek a incliné la tête. Je reviendrai demain avec des nouvelles et un plan pour vous faire franchir la frontière. Après son départ, j'ai passé mes dernières heures avec Sana. La petite fille s'était attachée à moi avec la force du désespoir, me suivant comme mon ombre dans la pénombre de la maison de Zora. Elle parlait peu, mais ses yeux noirs étaient des gouffres où se mêlaient l'incertitude et une confiance qui m'honorait autant qu'elle me brisait le cœur. Tu crois que maman va revenir? M'a-t-elle demandé ce soir-là, alors que je l'aidais à s'installer pour la nuit. J'ai hésité, déchiré entre la compassion et l'exigence de vérité qui m'habitait désormais. Je ne peux pas te le promettre, ma chérie. Mais ce que je sais, c'est que ta maman est d'un courage immense et qu'elle t'aime plus que tout au monde. Plus que la France? A-t-elle demandé avec une innocence qui fut comme une gifle physique. Bien plus que la France, ai-je confirmé avec un sourire triste. Elle a semblé peser mes mots, son petit visage grave tourné vers le plafond. Et toi, Léonie, est-ce que tu aimes la France? La question m'a prise au dépourvu. Aimais-je encore ce pays au nom duquel Adrien Valois broyait des existences? J'aime l'idée de la France, ai-je fini par répondre. Une France de liberté, d'égalité et de fraternité. Pas celle qui sème le désordre ici. Elle a hoché la tête, comme si cette nuance avait un sens pour elle, puis elle s'est blottie sous sa couverture de laine. Le lendemain, Malek est revenu. Son visage était un masque de marbre.
J'ai des nouvelles, a-t-il annoncé dès que nous fûmes isolés. Pour Inès, et pour vous. Inès d'abord, ai-je exigé. Il a pris une profonde inspiration, ses yeux évitant les miens. Elle est détenue au centre d'interrogatoire du Fort Saint-Jean. C'est un lieu sinistre, célèbre pour ses méthodes. Mon sang s'est glacé. Je connaissais trop bien les blessés qui sortaient de là-bas, l'odeur de la chair brûlée et les regards éteints. Est-elle encore en vie? Selon mes sources, oui. Mais son état est alarmant. Elle a subi des interrogatoires poussés. Le mot « torture » flottait dans l'air, non dit mais omniprésent. Inès payait pour mon carnet. Chaque seconde de sa souffrance était une dette que je ne pourrais jamais rembourser. Je dois faire quelque chose. Me suis-je exclamé, les larmes aux yeux. Je ne peux pas la laisser là-bas. Que comptez-vous faire? A rétorqué Malek avec une rudesse nécessaire. Attaquer le fort seul? Ce serait un suicide inutile. Je pourrais me rendre. Leur dire que c'est moi, que tout vient de moi. Cela ne la sauverait pas et vous perdriez toute chance de faire éclater la vérité. Le désordre serait total. Il avait raison. Ma culpabilité était un luxe que je ne pouvais pas me offrir. Écoutez-moi, a repris Malek plus doucement. Nous avons des alliés à l'intérieur, du personnel de service. Ils feront ce qu'ils peuvent pour elle, un peu d'eau, un message de réconfort. Maintenant, parlons de vous. Vous êtes officiellement une traîtresse à la nation. Votre signalement a été diffusé partout. L'entendre ainsi formulé fut comme un coup de poignard. Les accusations sont infamantes. Trahison, espionnage, collaboration avec l'ennemi. Et c'est le capitaine Valois en personne qui coordonne la traque. Un frisson m'a parcouru l'échine. Valois, malgré ses brûlures, malgré son agonie, il restait mon prédateur, obsédé par l'idée de me réduire au silence. Si vous voulez savoir comment j'ai réussi à échapper à l'homme qui avait juré ma perte, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite de ce combat. Il ne s'arrêtera jamais, murmurai-je. C'est pourquoi vous devez partir demain à l'aube. Mon plan est risqué, mais c'est votre seule issue. Vous ne pouvez pas prendre le bateau ou l'avion. Nous allons passer par les montagnes, vers la frontière avec le Maroc. Le plan de Malek était une épreuve physique redoutable. 2 jours de marche dans un relief accidenté, loin des routes et des patrouilles. Une fois au Maroc, je pourrais gagner Casablanca et embarquer pour l'Europe. Et mon témoignage? Je m'en occupe. Des copies seront faites et envoyées à Genève, à Paris, aux journaux influents. Votre voix ne sera pas étouffée, je vous le garantis. Faire confiance à cet homme était un saut dans le vide, mais je n'avais plus d'autre choix. D'accord. Je partirai demain. Puis vint la douleur de l'adieu. Et Sana? Zora s'occupera d'elle comme de sa propre chair. Et si Inès ne devait pas? Malek ne finit pas sa phrase, mais le silence en disait long. Ce soir-là, j'ai pris Sana à part. Comment expliquer à une enfant de 7 ans que je l'abandonnais à mon tour? Sana, je dois partir. Des hommes méchants me cherchent, et si je reste, je vous mets tous en danger. Tu vas chercher maman? Non, mon petit ange. Je dois quitter l'Algérie pour faire connaître la vérité. Mais je te promets que je ferai tout pour revenir. Elle s'est mise à pleurer silencieusement. Puis, elle a retiré de son cou un petit disque de métal gravé, un pendentif berbère. C'est maman qui me l'a donné pour me protéger, a-t-elle murmuré. Maintenant, c'est toi qui en as besoin. J'ai voulu refuser, mais l'importance de ce geste pour elle était sacrée. J'ai passé la chaîne autour de mon cou. Je le garderai toujours sur mon cœur, Sana. Chaque fois que je le toucherai, je penserai à toi. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai relu mon carnet une dernière fois, vérifiant chaque nom, chaque horreur consignée, avant de le remettre à Malek à l'heure où les ombres s'allongent. Je vous donne ma parole, a-t-il dit solennellement. Le monde saura. À l'aube, j'ai caressé une dernière fois la joue de Sana qui dormait encore. Zora m'attendait dans la cuisine avec un modeste sac de provisions. Prenez soin d'elle, murmurai-je. Comme ma propre fille, a-t-elle promis. Et vous, restez lucide. Ce que vous avez fait demande une force que peu possède. Dehors, Malek m'attendait avec un homme au regard vigilant et au visage fermé. Farid, mon guide. Ne prenez que l'essentiel, a ordonné Farid. La montagne ne pardonne pas la lourdeur. J'ai acquiescé en silence,
réajustant d'un geste sec le foulard qui dissimulait mes cheveux blonds, bien trop identifiables dans cette région. J'avais délaissé mes vêtements d'européenne pour une djellaba sombre, une armure de tissu plus discrète et adaptée à l'âpreté du voyage qui s'annonçait. Nous nous sommes mis en route dans la lumière livide de l'aube, quittant Perpignan par des sentiers de chèvres, fuyant les axes majeurs où les patrouilles françaises maintenaient un quadrillage étouffant. Farid marchait d'un pas d'automate, rapide et silencieux, ses sens aux aguets. Je luttais pour maintenir la cadence, chaque fibre de mon corps hurlant sa fatigue. Cette première journée fut un calvaire de poussière et de roches. Nous avons franchi des collines calcinées par le soleil, des ravins où la pierre coupante déchirait mes chaussures. La chaleur était une chape de plomb, un soleil de justice qui semblait vouloir punir ma trahison. Mes pieds, habitués au linoléum lisse de l'hôpital, se couvraient d'ampoules sanglantes. Pourtant, aucune plainte ne franchit mes lèvres. Chaque pas était une pierre posée sur l'édifice de ma liberté. Vers l'heure de la méridienne, nous avons croisé un groupe de bergers. Farid échangea quelques mots en arabe, son visage restant impassible. Leurs regards curieux, pesant sur cette « cousine muette » que Farid s'était inventée pour justifier mon silence, me firent frémir. Les bergers sont nos sentinelles, m'expliqua-t-il une fois isolé. Ils voient tout. Une patrouille a été signalée ce matin, à quelques lieues d'ici, progressant vers le sud. L'étau se resserre. Nous avons redoublé de prudence, rampant presque dans les zones découvertes. À la chute du jour, nous avons trouvé refuge dans une bergerie en ruine, nichée au creux d'un vallon oublié de Dieu. Farid inspecta les environs avec une minutie de prédateur avant de m'autoriser à entrer. Nous passerons la nuit ici, décréta-t-il. Demain, nous aborderons la zone critique. Les derniers kilomètres avant la frontière marocaine. C'est là que le désordre est à son comble. Il partagea avec moi une galette de pain et un morceau de fromage sec, un festin de fugitifs. Pourquoi risquez-vous tout pour moi? Demandai enfin. Je reste une Française aux yeux de votre peuple. Farid me fixa, ses yeux reflétant la faible lueur de la lune. Malek m'a parlé de votre journal. Si vos mots peuvent mettre fin à ce carnage et montrer au monde l'envers du décor, alors votre vie vaut le risque que je prends. Et si nous échouons, Malek a déjà fait doubler votre carnet. Les copies circulent par d'autres chemins de traverse. Même si vous tombez, la vérité, elle, restera debout. Cette certitude fut mon seul oreiller. Le lendemain, nous sommes repartis avant que le ciel ne se teinte de rose. Le terrain devint un chaos de falaises escarpées. Mes jambes flageolaient, mais la peur, cette vieille compagne, me servait d'aiguillon. Vers midi, au sommet d'une crête, Farid se figea brusquement. « Soldat » murmura-t-il. En contrebas, à 500 mètres, une patrouille française progressait. 6 hommes, le fusil au poing, inspectant chaque buisson. Nous sommes restés immobiles, retenant notre souffle, le cœur battant contre la roche brûlante. Puis, l'un des soldats leva le bras, pointant notre direction. Ils nous ont repérés. Kourez. Sefla Farid. Ce fut une plongée dans l'abîme. Nous avons dévalé la pente, les balles commençant à siffler au-dessus de nos têtes comme des insectes de mort. Par ici, hurla Farid en s'engouffrant dans un ravin. Une balle déchira l'air si près de mon visage que je sentis son souffle brûlant. Nous zigzagions entre les oliviers rabougris, le bois d'Aubagne devenant notre seul rempart. La frontière était là, juste derrière ce rideau de feuilles. Soudain, une douleur fulgurante, électrique, m'a traversé le bras gauche. J'ai trébuché, la vue brouillée. Une balle venait de labourer la chair de mon biceps. Continuez. Amordana Farid. On y est presque. Je serrai les dents, pressant ma main sur la plaie pour contenir l'hémorragie, et je courus. Je courus comme si ma vie n'avait jamais eu d'autre but. Le bois s'éclaircit. Au loin, les premières maisons d'un village marocain scintillaient. La liberté n'était plus qu'à quelques foulées. C'est alors qu'un cri de douleur déchira l'air. Farid s'effondra, la jambe brisée par un projectile. « Ewan » me cria-t-il. « Ne vous arrêtez pas. Je ne peux pas vous abandonner. Faites-le pour la vérité. » Partez. J'hésitais, le cœur en lambeaux, quand une voix que je n'aurais jamais voulu entendre à nouveau résonna derrière nous, portée par le vent. « Mademoiselle Morel, je sais que c'est vous. Rendez-vous. C'est un ordre. »
Adrian Valois. Il était là, acharné, dirigeant la meute malgré ses propres blessures. Sa haine était le moteur de sa survie. Sous l'impulsion de Farid qui me poussa de toutes ses forces, je m'élançai. Je franchis la ligne invisible. Les balles continuaient de pleuvoir, mais les soldats s'arrêtèrent net à la frontière. Un incident diplomatique avec le Maroc était la seule chose que l'état-major ne pouvait se permettre. Je m'effondrai quelques mètres plus loin, à bout de souffle, le pendentif de Sana serré dans ma main valide comme un talisman. J'étais libre. Mais la liberté a un goût de cendre quand elle s'achète au prix du sang des autres. 50 ans ont passé. On prétend que le temps est un grand guérisseur, mais c'est un mensonge que l'on raconte aux enfants. Le temps ne fait que recouvrir les plaies d'un voile de poussière. Aujourd'hui, à 83 ans, je mène une existence paisible dans un petit village près de Nantes, sous le nom d'Hélène Bertrand. Une vieille dame sans histoire, une ombre parmi les ombres. Qui pourrait deviner que je suis Léonie Morel, la traîtresse du Fort Saint-Jean. Mais l'ordre finit toujours par réclamer ses droits. Tout a basculé il y a 3 semaines avec un simple coup de téléphone. Madame Bertrand? C'est moi, répondis-je, méfiante par réflexe. Je m'appelle Lila Mansour. Je suis journaliste. Je travaille sur un dossier concernant l'Algérie de 1956, et un certain carnet. Le monde s'est arrêté de tourner. Le passé, que j'avais cru enterré sous 50 hivers, remontait à la surface. Je ne vois pas de quoi vous parler. S'il vous plaît, Madame Morel. Ou devrais-je dire Léonie? Je ne suis pas votre ennemi. J'ai besoin de vous pour achever ce que vous avez commencé. Qui vous a donné mon nom? Demandai-je, le souffle court. Une certaine Sana Belkacem. Sana. Ce nom a résonné comme un coup de tonnerre dans mon salon silencieux. Elle était vivante. Elle m'avait retrouvé. Si vous voulez savoir comment ces retrouvailles ont sonné lors de mon ultime combat, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner, car la justice n'est jamais aussi froide que lorsqu'elle est servie un demi-siècle plus tard. Lila Mansour est venue me voir 2 jours après. Elle a posé sur ma table un dossier épais, rempli de photocopies jaunies. Voici les copies de votre carnet, a-t-elle annoncé. Les originaux sont en sécurité à Genève. Le temps du silence est terminé, Léonie. Il est temps de mettre de l'ordre dans cette histoire. Ils y sont en sécurité depuis 1957, a précisé Lila. J'ai effleuré le dossier du bout des doigts, n'osant pas tout à fait l'ouvrir. C'était comme toucher un fantôme, une relique d'une vie que j'avais cru enterrer. Votre témoignage a été publié partiellement dans quelques journaux européens en 1958, a poursuivi la journaliste. Mais l'impact est resté confidentiel. La France de l'époque était encore trop puissante, l'opinion publique trop indifférente ou savamment manipulée. Et puis, il y avait cette éternelle question de l'authenticité. Sans l'auteur pour confirmer les faits, beaucoup ont crié à la manipulation. Je ne pouvais pas sortir de l'ombre, ai-je murmuré, la gorge nouée. J'étais une fugitive. J'aurais été arrêtée, jugée pour trahison, peut-être pire. Je le comprends parfaitement, a-t-elle dit avec une douceur empreinte de respect. Mais aujourd'hui, le vent a tourné. L'État commence à reconnaître certains des crimes perpétrés durant cette période. Des archives s'ouvrent, les langues se délient. Et votre carnet, Madame Morel, est la pièce manquante d'un puzzle mémoriel immense. Que voulez-vous de moi, exactement? Votre déposition officielle. Cette fois, devant une commission parlementaire qui enquête sur les exactions commises en Algérie. J'ai laissé échapper un rire sans joie, un son sec comme du bois mort. À mon âge, après tant de décennies de silence, qui prendra la peine de m'écouter? Bien plus de gens que vous ne l'imaginez. Et il y a autre chose. Elle a marqué une pause, pesant la gravité de ce qu'elle allait m'annoncer. Certains des hommes que vous avez nommés dans votre carnet sont toujours en vie. Mon cœur a manqué un battement. Qui? Le capitaine Adrien Valois, entre autres. Il a 93 ans aujourd'hui. Il vit dans une propriété luxueuse dans le Var. C'est un homme respecté, multidécoré, célébré comme un grand serviteur de la nation. Adrian Valois, le monstre qui m'avait brisé, l'homme qui avait ordonné le pire et qui m'avait traqué jusqu'aux confins du Maroc. Il était vivant, libre et honoré. La colère, une lave que je pensais refroidie depuis longtemps, s'est remise à bouler dans mes veines. Et Inès? Ai-je demandé, les yeux embués. Savez-vous ce qu'elle est devenue?
Le visage de Lila s'est voilé. Elle est décédée en détention au Fort Saint-Jean en 1957. Officiellement, des suites de complications pulmonaires. Elle n'a pas eu besoin d'en dire plus. Nous savions toutes les deux quel nom portait cette maladie à l'époque, la torture. Et Sanna, vous avez dit qu'elle m'avait retrouvée? Oui. Elle vit à Lyon désormais. Elle a 60 ans, 3 enfants et 6 petits-enfants. Elle n'a jamais oublié le prix que vous avez payé pour elle. Des larmes ont coulé sur mes joues ridées. Sanna, la petite fille au regard si fier, était devenue une femme accomplie. Je porte toujours son disque de métal, ai-je soufflé en sortant de sous mon col le pendentif berbère. Il ne m'a jamais quitté en 50 ans. Lila Surrey. Elle sera bouleversée de l'apprendre. Elle brûle de vous rencontrer. Je veux la voir, bien sûr. Mais comment a-t-elle fait pour me retrouver? C'est une longue traque. Disons qu'elle n'a jamais cessé de chercher l'infirmière qui l'avait sauvée. Et quand votre nom a commencé à apparaître dans certains travaux d'historiens ayant eu accès aux archives genevoises, elle a fait le lien. Mon passé me rattrapait, inexorable. Concernant cette commission parlementaire, elle se réunit dans 3 semaines à Lyon. Votre présence serait un séisme. Et si je refuse? Je respecterai votre choix. Mais sachez que votre carnet a déjà été transmis aux députés. Il sera examiné, avec ou sans vous. Mais sans votre voix, sans votre regard pour porter ces mots, son poids sera moindre. Et Valois? Sera-t-il présent? Il a été convoqué. Qu'il vienne ou non est une autre question. J'ai réfléchi longuement. Témoigner signifiait rouvrir des plaies que j'avais mis un demi-siècle à penser. C'était m'exposer au grand jour, risquer des attaques. Mais c'était aussi la seule chance d'obtenir justice pour Inès, pour Farid, pour toutes les victimes de mon carnet. Je viendrai, ai-je finalement tranché. Y parlerai. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Lila est revenue avec des avocats spécialisés, des maîtres dont la rigueur m'impressionnait. J'ai revécu chaque page, chaque cri consigné, chaque date sanglante. Et puis, il y a eu Sanna. Nos retrouvailles ont eu lieu chez moi, une semaine avant l'audience. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu cette femme élégante, aux tempes grisonnantes mais dont le regard d'ébène n'avait rien perdu de son intensité, j'ai fondu en larmes. Elle m'a serré dans ses bras avec une force inouïe. Léonie, murmurait-elle entre 2 sanglots. Léonie. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté comment Laura l'avait élevée, ses études de médecine, sa vie de femme libre. J'ai toujours su que tu étais là, quelque part, m'a-t-elle dit en posant la main sur son cœur. Je sentais ta présence. Quand j'ai voulu lui rendre son pendentif, elle a refermé mes mains sur le métal froid. Garde-le. Il t'a protégé durant ton exil. Il doit rester avec toi pour ce dernier voyage. Le jour J est arrivé. Lyon, ma ville natale, me semblait étrangement hostile sous le ciel gris. Le bâtiment où siégeait la commission m'intimidait. Si vous voulez savoir comment j'ai affronté l'homme qui pensait m'avoir enterré à jamais, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner, l'heure de l'ordre a enfin sonné. La salle était comble. Journalistes, députés, historiens. Et au premier rang, un vieillard dans un fauteuil roulant. Son visage était marqué par les brûlures, une géographie de cicatrices que je connaissais par cœur. Nos regards se sont croisés. A-t-il reconnu l'infirmière qu'il avait brutalisée et pourchassée? Je l'ignore, mais j'ai vu passer une lueur de terreur dans ses yeux d'oiseau de proie. Je me suis assise face à la commission. Le président a ouvert la séance. Madame Léonie Morel, nous vous remercions de votre courage. Votre témoignage est capital. Nous souhaiterions que vous confirmiez l'authenticité de ce carnet et les circonstances de sa rédaction. J'ai pris une profonde inspiration. C'était l'instant. Après 50 ans de silence, j'allais enfin rétablir l'ordre. Ce carnet est le mien, ai-je commencé d'une voix que je voulais de glace. Je l'ai commencé après avoir compris que mon silence me rendait complice de l'innommable. Pendant 2 heures, j'ai tout déballé. L'arrivée pleine d'idéaux, le massacre de Sid Bellabé, le courage d'Inès. J'ai décrit mon viol sans détour, sans insilement, en fixant l'homme assis dans son fauteuil. Adrien Valois ne broncha pas, mais ses mains se crispèrent sur ses accoudoirs jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. J'ai raconté la fuite, le sacrifice de Farid, et ma vie de fugitive. Le président s'est tourné vers l'autre côté de la salle. Capitaine Adrien Valois, souhaitez-vous répondre?
Le vieil homme s'est redressé. Sa voix, bien qu'affaiblie, avait gardé cette arrogance venimeuse. Ce récit n'est qu'un tissu de calomnie, a-t-il déclaré d'un ton ferme. Les divagations d'une traîtresse passée à l'ennemi. Oui, j'ai servi à Marseille en Algérie. Oui, j'ai combattu les terroristes avec fermeté. C'était la guerre. Mais ces accusations de viol, de torture, ce prétendu nettoyage, pure invention. Alors, comment expliquez-vous ceci? A demandé un membre de la commission en brandissant une pièce du dossier. Un rapport signé de votre main détaillant l'usage de l'électricité sur les suspects. Valois a pâli légèrement. Un document sorti de son contexte, des recommandations théoriques. Et ceci. Un autre document a été produit. Un ordre d'opération pour Sidi Bel Abbès, avec votre signature parfaitement lisible au bas de la page. Cette fois, le silence de Valois fut plus lourd que toutes ses dénégations. À mon âge, la mémoire peut vaciller, mais les écrits, eux, ne mentent jamais, a poursuivi implacablement le président de la commission. Nous disposons également du témoignage de l'infirmière-chef Hélène Bertrand, recueilli sous serment peu avant son décès. Elle y confirme les abus systématiques au sein de l'hôpital de Marseille en Algérie et mentionne spécifiquement vos attentions brutales envers certaines jeunes recrues. Adrien Valois s'est agité dans son fauteuil roulant, son assurance de marbre s'effritant enfin. Ses doigts déformés par l'âge griffaient les accoudoirs. Des mensonges. Tout cela n'est qu'un complot. Elle était jalouse de mon autorité, elle cherchait à me nuire. Et les rapports médico-légaux concernant Inès Belkacem, décédée au Fort Saint-Jean le 3 octobre 1957, a coupé un autre membre de la commission. Les analyses modernes des dossiers falsifiés de l'époque révèlent des lésions typiques de l'usage de la gégène et des traumatismes incompatibles avec une simple complication pulmonaire. J'ai senti mon cœur se serrer à l'évocation du nom d'Inès. Justice était enfin rendue à sa mémoire. Elle n'était plus une ombre anonyme, une indigène, sacrifiée dans l'indifférence, mais une victime dont le martyre était officiellement reconnu par la République. Valois a commencé à s'emporter, sa voix montant dans les aigus, trahissant une panique de vieillard acculé. Vous ne comprenez rien. C'était la guerre. Ces gens n'étaient pas des civils, c'étaient des complices, des agents du désordre. Nous défendions la patrie, nous maintenions l'ordre français. En violant des infirmières, ai-je lancé soudain, brisant le protocole. Ma voix est restée calme, glaciale, portant en elle le poids de 50 ans de silence. En torturant des mères de famille, en rasant des villages de paysans désarmés, est-ce là votre définition de l'honneur, mon capitaine? Nos regards se sont affrontés pour la toute dernière fois. Dans ses yeux, je n'ai plus vu le prédateur du fort, mais un homme terrifié par son propre héritage sanglant. Le masque était tombé, révélant la laideur d'une conscience dévastée. Vous n'étiez qu'une gamine naïve, a-t-il bafouillé. Vous ne compreniez rien aux enjeux. J'ai compris que ce que vous faisiez était un crime, ai-je répondu avec une autorité tranquille. Et j'ai eu assez de courage pour que le monde sache. Le président a ramené le calme dans la salle avant de prononcer ces mots qui ont changé ma vie pour toujours. Capitaine Valois, au vu des pièces produites et des témoignages concordants, cette commission considère les faits rapportés par Madame Morel comme avérés. Nous recommandons au procureur de la République l'ouverture immédiate d'une enquête pour crime contre l'humanité. Un murmure de stupeur a parcouru l'assistance. Valois semblait s'être ratatiné dans son fauteuil. Vous ne pouvez pas. Je suis un héros décoré, j'ai servi mon pays. La France n'a que faire de héros qui déshonorent son nom par la torture, a conclu sèchement le président. La séance est levée. En sortant, j'ai vu Valois être évacué par une porte dérobée. Toute son arrogance s'était évaporée. Ce n'était plus de la vengeance que je ressentais, c'était le sentiment profond que l'ordre avait été rétabli. Sana m'attendait dans le hall, les yeux brillants de fierté. Elle m'a serré dans ses bras avec une émotion indicible. Tu l'as fait, Léonie. Après toutes ces années, la vérité a enfin repris ses droits. Nous l'avons fait, l'ai-je corrigé. Toi, Inès, Farid, et tous ceux qui n'ont jamais renoncé. Dans les jours qui ont suivi, l'affaire a fait la une de tous les quotidiens. Le carnet de l'infirmière, 50 ans de secrets brisés. L'onde de choc a été immense. Valois a été formellement mis en examen, tout comme d'autres officiers retraités dont les noms figuraient dans mon carnet. Certains ont fui,
D'autres ont tenté de nier, mais le sceau du secret était définitivement brisé. Aujourd'hui, je suis de retour dans ma petite maison près de Nantes. Sana vient de me rendre visite avec une nouvelle. Adrien Valois s'est éteint cette nuit dans sa cellule, d'un arrêt cardiaque, avant même l'ouverture de son procès. Il a échappé à la sentence des hommes, mais pas au tribunal de l'histoire. Esto de quoi? M'a demandé Sana en me voyant silencieuse devant mes vignes. Non, ai-je répondu après une longue inspiration. La justice ne résume pas un verdict de tribunal. Elle réside dans la vérité révélée, dans les noms des victimes réhabilitées. J'ai sorti de ma poche une vieille photo cornée, le seul souvenir que j'avais gardé d'Inès avant sa disparition. Je l'ai remise à Sana. Ta mère était une lionne. Elle te ressemblait tant. Elle serait fière de la femme que tu es devenue. Sana a serré la photo contre son cœur. Et moi, je suis fière de toi, Léonie. Tu as porté ce fardeau pendant un demi-siècle sans jamais plier. Je ne sais pas si le mot « triomphe » convient à une histoire semée de tant de larmes. Mais je sais qu'une forme de paix m'habite désormais. Ce soir, avant de m'endormir, je toucherai une dernière fois le pendentif berbère autour de mon cou. Il a été le témoin de ma fuite, de mes peurs et de ma résurrection. Demain, je continuerai à raconter. Car c'est là notre dernier devoir. Préserver la mémoire pour que plus jamais de telles horreurs ne soient commises dans l'ombre. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'ordre. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce témoignage vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour que ces récits de justice ne tombent jamais dans l'oubli. Dites-moi dans les commentaires. Selon vous, la vérité peut-elle vraiment tout réparer? Merci du fond du cœur.